Monsieur le Préfet, Mesdames et Messieurs les députés, les élus locaux, mon général, Mesdames, Messieurs, en vos grades et qualités, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui à Lille pour l'édition 2025 de ce forum InCyber que vous portez avec détermination depuis de nombreuses années et qui est fondamental dans la construction de notre politique du numérique et dans le fait de faire de cette politique du numérique un agenda très collectif. Je crois que c'est ce que vous vous attachez à faire chaque année avec ce forum. Permettez-moi dans un premier temps de féliciter les organisateurs et le président de la région pour le succès du forum InCyber. Grâce à vous, la capitale des Hauts-de-France a réuni au cours de ces 3 derniers jours le meilleur de l'écosystème cyber européen et mondial. C'est une fierté pour nous, la France, 2 mois après le sommet pour l'action sur l'IA, de montrer que la France est à nouveau au cœur de l'Europe, au cœur du monde, sur les sujets du numérique. Je suis d'autant plus fière de ce moment européen que l'Europe est réunie dans un moment charnière. Cela ne vous aura pas échappé, le président américain Donald Trump a annoncé hier soir la hausse de 20% de droits de douane sur l'ensemble des biens européens importés aux États-Unis. Je tiens donc naturellement, et je reviendrai bien sûr sur la cyber, mais à débuter mon propos sur le sujet car toutes ces questions sont intimement liées. Cette guerre commerciale qui débute ce jour est une guerre idiote. Je regrette sincèrement le choix politique qui est fait par l'administration américaine et nous ne souhaitons pas d'escalade commerciale. Les droits de douane augmenteront, les prix des biens importés nourriront l'inflation. Il est d'ailleurs nécessaire de rappeler que les entreprises, les citoyens américains seront les premières victimes de cette escalade. Soyons clairs, l'Union européenne répondra de manière ferme et unie. Le ministre de l'économie, Éric Lombard, a d'ailleurs eu l'occasion de le rappeler. Nous ferons face ensemble et répondrons de manière proportionnée pour chaque euro, pour chaque centime d'intérêt européen menacé. Nous mobiliserons pour ce faire l'ensemble des instruments européens à notre disposition, mais aucune mesure n'a été actée à ce stade. Nous échangeons à 27 sur la meilleure réponse à apporter. L'Europe est prête, déterminée, unie dans sa réponse. L'Europe est forte de son marché de 450 millions de citoyens, qui sont aussi des consommateurs pour certaines de ces entreprises. Et je crois donc qu'aucune entreprise américaine n'a à gagner de cette bataille. L'Europe est plus forte que nous le pensons. L'Europe et la France doivent également protéger face à la crainte légitime de nos entreprises. Je tiens à rassurer l'ensemble des filières qui seront touchées par ces droits de douane. Nous resterons mobilisés, présents aux côtés de ces dernières. Le président de la République, d'ailleurs, dès cet après-midi, réunira les filières concernées pour leur témoigner de son soutien et les aider à naviguer dans cette période. Je tiens, dans ce contexte, à rappeler, si le doute était encore permis, que l'agenda numérique européen n'est pas à vendre. Il ne doit pas faire l'objet d'un marchandage. Les textes que nous avons adoptés de manière souveraine et transpartisane protègent notre vision du numérique depuis 2023, protègent nos citoyens des ingérences étrangères, de la propagation dans certains types de contenus et protègent notre conviction que les monopoles ralentissent l'innovation et que les petites entreprises, et il y a beaucoup de jeunes entreprises innovantes ici rassemblées dans le domaine de la cyber, sont porteuses d'un grand nombre d'innovations dont nous avons plus que jamais besoin. Ces textes seront appliqués, mis en œuvre dans le monde que nous connaissons, afin que nous puissions, en Européens, continuer à développer notre vision, notre politique industrielle du numérique, notre vision centrée sur cette innovation. Si j'ai commencé mon propos par cette clarification nécessaire, c'est parce que la situation géopolitique, partie que je viens de décrire, mais j'aurais bien sûr pu aussi m'étendre sur le conflit en Ukraine qui a des impacts concrets sur notre Europe. Cette situation géopolitique que je viens de décrire nous donne plus que jamais la détermination à porter l'agenda que le président de la République porte depuis 2017, l'agenda d'une Europe du numérique plus autonome,
plus souveraine. C'est celui d'une Europe consciente des dépendances dans lesquelles elle s'est parfois enfermée. C'est celui d'une Europe qui protège nos concitoyens, nos entreprises, des ingérences étrangères qui sont de plus en plus nombreuses sur le cyberespace. Vous le savez très bien si vous êtes ici et j'y reviendrai. Et c'est aussi, et surtout, je crois, celui d'une Europe qui regarde, investit fièrement dans l'avenir, dans l'innovation, dans le progrès technologique. C'est à ces trois conditions que nous construirons l'autonomie stratégique de l'Europe du numérique dont nous avons plus que jamais besoin. La première condition, je le mentionnais, c'est donc de connaître nos dépendances. Le changement de contexte nous pousse à réévaluer plus finement ces dépendances, en particulier dans le secteur numérique. Et tout le monde peut faire cet effort. Je crois que d'ailleurs, vous avez eu un certain nombre de patrons qui, cette année, ont montré leur intérêt pour un forum comme celui-ci et qui montrent bien, du coup, que cette conversation doit absolument être collective. La France, comme l'Europe, sont dépendantes d'un certain nombre de choses sur toute la chaîne de la chaîne de valeur du numérique. L'extraction des matières premières, les cartes graphiques, certaines dépendances aux fournisseurs de cloud qui sont aujourd'hui, pour certains, en position oligopolistique sur le marché européen. C'est une réalité. Nous avons des dépendances, il ne faut pas le nier. Mais nous avons aussi la conviction que l'innovation doit toujours perdurer et qu'avec notamment des textes comme le DMA, nous pouvons assurer que l'Europe reste un continent où les petites entreprises, les innovateurs trouvent leur place dans ces marchés. Remettre de la concurrence, de la contestabilité sur les marchés afin de rétablir un terrain de jeu équitable et surtout fondamentalement innovant. Aussi, arrêtons peut-être parfois d'un peu nous auto-censurer. La France a des atouts considérables qu'il nous faut mettre en avant. Nous disposons d'une énergie décarbonée, stable, d'infrastructures de calcul publiques et privées, de talents enviés dans le monde entier et d'entreprises qui, pour grand nombre d'entre elles, sur les sujets technologiques qui nous occupent, la cyber, l'intelligence artificielle, sont les leaders dans leur domaine. En bref, nous avons bel et bien toutes les cartes en main. La deuxième condition, c'est celle de se protéger. C'est bien l'objectif, je crois, du FIC aujourd'hui et l'ambition des experts, des entreprises réunis tous ensemble dans cette question de la cyber-résilience. Les cyberattaques sont une réalité. Je crois que si vous êtes ici, vous en êtes convaincus. Les attaques auxquelles nous faisons face sont de plus en plus sophistiquées, variées, automatisées, touchent un public plus large. Nous devons développer nos propres capacités de défense. Protéger, mieux armer nos infrastructures stratégiques, nos entreprises, mais nos collectivités, mais avant tout nos citoyens, face à cette menace d'une nouvelle forme. C'est tout le sens du projet de loi Résilience que je porte avec mon ministère, adopté par le Sénat le 12 mars dernier et que je porterai très bientôt devant l'Assemblée nationale. Ce projet de loi, son succès, se construit aussi ici, au FIC, collectivement. C'est en débattant, en échangeant, en partageant les bonnes pratiques, en s'informant sur les nouvelles technologies, les nouvelles solutions, en rencontrant des entreprises, des partenaires, que nous ferons de ce texte un succès. Je veux insister d'ailleurs sur un point essentiel. La cybersécurité ne peut pas être l'apanage des grandes structures. Elle doit devenir une culture partagée, ancrée dans tous les territoires, à tous les niveaux de responsabilité. C'est l'opportunité qui est devant nous, avec ce texte de loi et avec tous les efforts que nous faisons collectivement, en premier lieu ici au FIC, depuis maintenant un certain nombre d'années. Quand un soignant, j'en ai rencontré certains, fait face à une cyberattaque dans son hôpital, quand un conseil départemental ne peut plus verser les prestations sociales de son département parce qu'il n'a plus accès à ces systèmes d'information, quand un chef d'entreprise doit arrêter sa production pendant parfois plusieurs semaines, plusieurs mois, parce qu'il s'est fait attaquer, je pense que notre devoir collectif, c'est de sensibiliser ensemble sur le fait que ces phénomènes ne sont plus réservés à des grandes entreprises, des grandes administrations, mais concernent bien tout le monde. Et ce n'est pas donc une question de « est-ce que je vais me faire attaquer ?», mais bien de « quand je vais me faire attaquer » à laquelle il nous faut répondre. C'est pourquoi ce défi suppose un effort de formation,
de sensibilisation, mais aussi d'accessibilité à des ressources techniques, humaines. Et c'est pourquoi je me réjouis d'ailleurs que dans le cadre des discussions du texte, cette question de l'accompagnement, de la sensibilisation a été de nombreuses fois discutée et que l'ANSSI ait pu, lors de forums dans lequel nous sommes aujourd'hui, annoncer la mise en ligne d'une nouvelle plateforme, Mes Services Cyber, pour accompagner, sensibiliser les entités qui seront régulées, et que je me réjouis aussi que nous puissions continuer à porter des dispositifs comme Cyber PME qui visent à accompagner nos plus petites entreprises dans la compréhension, l'analyse de leurs risques et la mise en place de plans de résilience. L'État français a été précurseur sur un certain nombre de questions liées à la cybersécurité. Et je ne pouvais pas parler de tous ces sujets sans faire un petit zoom sur un sujet important, je crois très important pour nos concitoyens, celui de la protection des données. Qui dit cyberattaque, dit intimidation, rançon, espionnage. Et la question des données et de l'accès aux données est bien au cœur du sujet qui nous occupe aujourd'hui. L'État français a été précurseur pour protéger les données les plus sensibles des administrations en développant la certification SecNumCloud. Je salue, et je crois qu'un certain nombre d'entre vous sont là aujourd'hui aussi, l'engagement du secteur du cloud français, européen, dans cette dynamique, qui aujourd'hui, et j'aurai l'occasion de me rendre chez OVH cet après-midi, développe des solutions de données les plus protectrices du marché pour avancer dans le fait de construire cette autonomie stratégique. C'est absolument fondamental. Je continuerai de porter cette ambition au niveau européen pour faire émerger ces solutions de confiance pour nos administrations, nos entreprises sur un marché européen. Troisièmement, la troisième condition, sans doute la plus importante, et elle est liée à mon propos précédent sur l'émergence d'une offre de cloud européenne, c'est bien sûr la responsabilité collective que nous avons d'engager un effort d'innovation à l'échelle, en européen, pour faire émerger les champions de demain. À cet égard, je suis très fière d'appartenir à un gouvernement résolument pro-européen qui n'a jamais changé de cap et qui continue, comme il l'a toujours fait dans toute son histoire, à croire dans l'innovation et dans le progrès scientifique. Depuis 2018, nous avons beaucoup fait. Avec France 2030, nous avons investi plus de 50 milliards d'euros dans les technologies de demain pour rattraper le retard industriel que nous avons accumulé, et cette stratégie porte ses fruits. Nous voulons aller plus loin, bien sûr, maintenir le cap des réformes, mais également réfléchir à renforcer la capacité de l'Union européenne à investir massivement, davantage encore, dans ces technologies les plus disruptives. C'est tout le sens de l'agenda de Versailles que le président de la République avait construit lors de sa présidence française du Conseil de l'Union européenne. Comme l'a rappelé encore récemment Mario Draghi dans son rapport pour la compétitivité européenne que vous connaissez certainement, c'est un véritable choc d'investissement qu'il nous faut produire. Je porte donc avec détermination une réorientation des financements européens vers les technologies les plus stratégiques comme l'IA, le quantique, la défense, mais bien sûr le cyber. Enfin, aux grands patrons qui hésitent encore peut-être parfois sur cet agenda, je veux le redire, des solutions européennes innovantes, compétitives, existent, y compris dans le secteur du cloud, je mentionnais OVH tout à l'heure. Nous pouvons, je crois, tous collectivement, et c'est bien ce que je sens dans les dernières semaines, et ce que je sens particulièrement depuis que je suis arrivée sur ce forum aujourd'hui, nous pouvons faire de ce projet industriel une réalité en jouant collectif, en achetant des solutions européennes, en soutenant l'innovation. Et l'avantage de ces solutions, c'est bien sûr un avantage de compétitivité. Je parlais du rapport de Mario Draghi qui l'a très bien montré. Mais c'est aussi, je crois, une nécessité de développer cette autonomie stratégique pour des raisons économiques, bien sûr, mais aussi pour protéger nos valeurs, notre patrimoine, notre vision fondamentalement européenne de la technologie qui, aujourd'hui, je crois, est attractive pour un grand nombre des acteurs de cette innovation. Ainsi, en conclusion, je crois important de rappeler que la mobilisation pour la souveraineté numérique, l'autonomie stratégique du numérique doit absolument être collective. Je crois que c'est ce que vous faites ici très bien depuis de nombreuses années et je vous remercie de toujours rassembler
différents ministères, différents acteurs de cet écosystème cyber. Si nous souhaitons réussir à construire notre autonomie stratégique de l'Union européenne, c'est exactement la démarche qu'il nous faut adopter. Merci.